Eh bien oui, Jean-Claude Brialy, pour la dernière émission de cette année, est bien heureux de recevoir le grand, le fou, mon ami Gilbert Bécaud. Bonjour Gilbert. Bonjour Jean-Claude, ça va bien? Tu vas bien? Ah oui, tu es splendide. Tu viens du Sahel ou quoi? Oui, je suis en vacances à Europe 1 depuis maintenant 1 an, et comme tu sais qu'ici... On bronze ici, oui, c'est il y a la lumière de nos cœurs qui est plus bronzée. Alors Gilbert, je suis ravi que tu sois là parce que tu es souvent en voyage. Tu fais le tour du monde. On sait que bientôt va se créer une chose extraordinaire en Amérique. C'est Madame Rosa, sur laquelle tu travailles depuis très longtemps. Oui, ça fait bientôt 6 ans, tu te rends compte? 6 ans, oui, mais je crois que en France, on est toujours méfiant avec les comédies musicales et qu'en Amérique, on est très difficile aussi. Ah, c'est très dur, oui. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour travailler, tu as tout. Mais alors, c'est de 7h du matin à 8h le soir, non-stop, avec un petit café à midi, c'est tout. Et puis, quand on commence un spectacle en Amérique, ou bien ça vous plaît et on l'a pour 3 ans, 7 ans, 8 ans. Oui, 100 ans même. Je crois que West Side Story, enfin des grandes réussites. Et puis quand ça plaît pas, ça dure 10 jours, 15 jours. Non, quelquefois une soirée. Oui. C'est ça, oui. Alors tu travailles quelquefois pour une soirée, ou bien tu travailles pour 20 ans, ça dépend. Alors ça va commencer à Washington, Baltimore. Ça commence à Baltimore, du 12 décembre au 19 janvier. Au 19 janvier. Et ensuite de ça, on verra. Alors déjà le 13 ou le 14 décembre, je te dirai si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est le test, là. Alors ça, c'est le test, oui. C'est-à-dire que c'est pas le workshop, comme on dit, mais c'est la vitrine, si tu veux. Oui. Les producteurs arrivent. Ce sont quand même des bagatelles qui coûtent 6 millions, 15 000 $ exactement. Oui, voilà. Tu t'imagines. Alors oui, c'est bien quand on a travaillé 6 ans de savoir qu'il y a d'autres artistes, par les producteurs, parce que en Amérique, les producteurs sont aussi des artistes, parce qu'ils quand ils croient à quelque chose, ils mettent le paquet, je veux dire. Ah oui, ils mettent 6 millions, 15 000 $, c'est pas mal. Non, mais tu sais, juste pour voir comme au poker. On peut pas dissocier Selznick d'Autant n'importe le vent. Je veux dire qu'il a été le producteur d'Autant n'importe le vent, qui était le film le plus cher de l'époque et qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma. C'est ça. Donc je veux dire qu'en Amérique, ce qui est bien, c'est que le producteur, bon, il y a d'abord l'artiste, le créateur, l'auteur, puis il y a les interprètes, puis il y a le producteur qui est un homme important. Alors c'est vrai que si d'un coup il s'aperçoit qu'il peut perdre des milliards, il s'en va tout de suite. Mais c'est sûr, oui. Mais il donne les moyens. C'est-à-dire, je te dis une journée ou bien une semaine, et puis ça s'arrête net. Ou bien 15 ans. Ou bien, plus que ça, ou bien regarde West Side Story, c'est déjà beaucoup plus vieux que 15 ans, et c'est relativement nouveau. Regarde, le Cage aux Folles est parti pour longtemps, là. Alors ça, on le sait, bon, c'est inspiré de La vie devant soi de Émile Ajar, enfin Romain Gary. Et comment l'idée est venue de Madame Rosa? C'est parce que tu as vu le film ou parce que... Non, les Américains me demandaient depuis longtemps de faire une comédie musicale, parce que j'ai la chance que beaucoup de chansons à moi soient connues dans ce pays-là. Et très connues. Et ils m'aiment bien comme compositeur. Bon, j'ai fait beaucoup de films pour eux, en musique, des choses comme ça. Des dessins animés aussi beaucoup, qu'on ne connaît pas. Et ils voulaient absolument monter une comédie musicale. Alors, ils avaient essayé une chose, mais sans moi, qui s'appelait Bécaud Tonight. Ce soir, Bécaud. C'est une histoire vaseuse. Vous avez pris quelques musiques à moi ou quelques chansons et avait tourné une histoire falote autour qui n'avait aucun intérêt, et ça a craqué tout de suite. Et il continue à m'appeler en me disant, mais trouvez-nous, faites-nous. J'ai dit, trouvez un sujet. Alors quelqu'un m'a dit, mais il y a un film qui vient de sortir aux États-Unis où Simone Signoret d'ailleurs a eu un Oscar. C'était La vie devant soi. Ah oui, oui. Madame Rosa. Alors, je suis allé voir Madame Rosa et j'ai dit, voilà, alors ça c'est une bonne histoire avec plein de choses dedans. C'est-à-dire vraiment, il se passe tout le temps quelque chose. Et ça, pour la scène, c'est absolument nécessaire. C'est un film, enfin un roman d'abord, un film ensuite, et je pense à plein d'amour. Oui, plein d'amour, mais d'événements aussi. Il se passe tout le temps quelque chose. Et ça, sur scène, c'est tout à fait nécessaire qu'il se passe quelque chose. C'est Georgia Brown qui va créer le rôle. Georgia Brown, oui. Oui, toi tu dis mieux, moi je dis... Non, mais j'avais pas compris. J'avais carrément pas compris. C'est Georgia Brown qui crée le rôle. Oui. D'ailleurs avec une autre fille qui est très très bien aussi, parce qu'elles sont 2 ou 3 en même temps sur le rôle, parce que le rôle est très dur. Parce que à l'entracte, tout bouge de 5 ans en avant. On vieillit de 5 ans ou de 4 ans. C'est très compliqué le casting. Le casting est assez compliqué.
Alors, cet hiver, tu as fait ton 22e récital à l'Olympia. Ça, c'est insensé. 22e récital à l'Olympia. Et 80% de jeunes dans la salle. Et 76. Oui, 76. Oh, je vais arrondir. Non, mais vous savez comme il est honnête. Un soir, tu n'es pas venu. C'est juste... Ah, tu es gentil. Voilà, oui. Ah, oui, parce que je suis allé t'applaudir, menteur. Alors, on va entendre la chanson la plus célèbre de Gilbert Bécaud, qui a sans doute fait le tour du monde depuis les peuplades les plus éloignées. C'est un peu comme Brigitte Bardot, le général de Gaulle. Et maintenant, mais alors chanté par un camarade à toi, Frank Sinatra. Ah, Frankie. Oui. Allons-y, Frankie. Go ahead, man. What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Je suis ravi parce que il n'y a pas longtemps, nous étions Gilbert et moi pour une télévision en Italie et il a chanté justement et maintenant. Et j'étais fasciné, et ça on peut pas expliquer, mais on peut dire pourquoi, comment. Une chanson que tu chantes depuis très longtemps, bien sûr, tu la chantes toujours avec une émotion, une sincérité, c'est bouleversant. Comment ça se passe? On n'est pas usé, comment ça se passe? Mais tu sais très bien comment ça se passe. Tu es un acteur, tu sais très bien. Oui, mais quand on est auteur et qu'on a chanté une chanson depuis si longtemps. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux principes. Moi, enfin, pas deux principes. Il y a deux solutions, si on veut. C'est ou bien avoir une technique d'acier et faire passer des choses que tu ne penses pas. Alors ça, je suis incapable. Ou tu réinventes tous les soirs la chanson, tu la réécoutes en la chantant et tu y crois. Ou bien tu la chantes sans la technique, il n'y a pas 36 façons. Ouais. Tu la chantes techniquement et tu sais te faire passer une émotion. Et pour moi, si tu veux, il m'est impossible de le faire sur la technique parce que si je chante 249 fois dans l'année et maintenant sur la technique, oui, je me fais sauter les plombs. Ah oui. Non, mais tu peux pas. Enfin, je sais pas toi, mais moi je peux pas. Ah oui, mais je comprends. Donc ça me demande moins d'efforts d'y croire à nouveau. C'est ça. Alors, je suis obligé, si tu veux, de me réfugier dans la sincérité vraie. Ah, moi, c'est comme ça et je pourrais pas faire autrement. Toi, je ne saurais pas le faire autrement. Je ne pourrais pas le faire autrement. Ça fait combien de temps que tu chantes professionnellement? 34 ans. 34 ans. Moi, 30 ans de métier, toi, t'as 80 ans. Alors, tu t'es appelé François Silly. Oh, ça, c'est une longue histoire, ça. Oui. C'est une histoire familiale. Tu es né à Toulon, un mois d'octobre, et c'était donc Scorpion. Ah oui. Et alors, tu as changé de nom, Silly, parce que ça voulait dire en anglais faible d'esprit? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça c'est une légende. Ma maman était mariée avec un monsieur Silly. Oui. Silly, et mes frères et sœurs s'appelaient Silly parce que c'était ses enfants à lui. Oui. Par contre, elle a dû faire une petite faute à 5 heures à l'heure du thé. Et m'a fabriqué avec un monsieur qui s'appelait Bécaud. Ah, seulement monsieur Silly ne le savait pas. Et dans la foulée, il m'a filé son nom en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand je suis devenu adulte... Donc j'ai voulu remettre les choses à l'heure et je me suis appelé de mon véritable nom qui était auparavant donc un pseudonyme si tu veux mais qui était en réalité mon véritable nom et je l'ai fait donc titulariser si tu veux et toute ma famille et moi on s'appelle Bécaud automatiquement. Alors tu passes ton enfance à Nice rue de Verdi, c'est ça, dans un quartier populaire. Ton papa était contrôleur des jeux de casino. Et ta maman, Léocadie, elle s'appelle? Léocadie. Léocadie. Ah oui, c'est très joli, Léocadie. Lily. C'est très joli, Léocadie. Elle a 96 ans. Oui. Elle est en pleine forme. Et elle t'a beaucoup aidé. Ah oui. Hein? Tu avais donc 2 aînés, un frère Jean et une sœur Odette. Et Odette, c'est ta chouchoute. Oh, bah, c'est elle qui m'a élevé en partie. Et j'aime beaucoup ma sœur. Ouais. Oui, non, mais il y a une complicité. C'est comme... Oui. Ben, avec mon frère aussi. Oui, non, bien sûr, mais elle va plus avec ta sœur, non? Non, peut-être. T'es très famille, toi, hein? Je suis clan. Oui, c'est ça. Je suis roulotte. Alors, au début de ta vie, bon, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'argent, mais il y avait beaucoup d'amour. Ah, beaucoup d'argent, non. Non, mais il y avait beaucoup d'amour. Ah oui, beaucoup d'amour. Je sais que ma mère vendait des bouteilles pour la consigne, tu sais, à la fin du mois. Pour finir la fin de mois. C'est ça, pour continuer à manger. Ouais. Mais ça se voit que quand les gens étaient élevés comme ça, avec beaucoup de bonté et beaucoup de générosité, après, quand ils arrivent et qu'ils deviennent artistes,
ils éclatent sur scène. Je veux dire qu'ils ont besoin de partager aussi. Bien sûr. Hein? Ah, donne-moi un partage. Je te dirai ce que tu veux, mais dis-moi d'abord que tu m'aimes. Ouais. C'est ça. Alors, la musique, toi, t'as commencé très tôt. Bien, je n'ai pas souvenance de ne pas en avoir fait. C'est ça. Non, mais c'est fascinant de penser que dès ton enfance, tout petit, ah oui, t'aimais ça. Ben, je dis, je me souviens pas avoir fait autre chose, avoir joué au train électrique ou avoir fait autre chose que ça. C'était le piano. Ah, bah, oui, les filles, c'est venu plus tard. Les filles, c'est venu plus tard. Et puis, ton premier récital, c'est à la caserne où ton frère fait son service militaire à Istres, c'est ça? Oui, mais dis donc, tu es des renseignements. Ah, c'est Chantal Préba qui m'a fait tout ça. Oui. Oh. Chantal, elle a travaillé comme une folle. Elle a dormi avec toi 2 nuits sans dans blague. Ses rêves. En Chantal de vous connaître. C'est bien. J'imagine ce tout petit garçon dans une caserne qui se met au piano, qui joue du classique, et qui joue bien, même si tu dis que tu tapais, qui à la fin joue la Marseillaise et tout le monde se lève, tu t'en vas en pleurant. T'as eu peur? Je m'en vais en pleurant. Non, je sais pas que j'ai eu peur, mais avec que tous les soldats sont levés quand ils ont entendu la Marseillaise, que qui partaient. Déjà. Oui, ça m'a pas plu du tout. Ton instinct t'a dit, alors je suis parti en pleurant. Enfin, tu vois, on dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai joué mal et tout. Qu'est-ce que j'ai fait, oui. T'étais un petit garçon. Je m'en souvenais plus si ça. T'as eu toujours peur? Oh là là. Ah, ça se voit pas, ça, alors, vraiment. Ah ben heureusement que ça se voit pas, les pauvres gens qui sont là. Mais qui ont payé trop cher d'ailleurs pour voir un acteur. Et puis. Oui, mais plus maintenant. Il y a des paniques. Ah si. Toujours. Ah si. Et ça me prend dans les endroits les plus bizarres. Un chapiteau, où tu veux, en Turquie. Je panique presque. Et c'est très très dur. Il m'arrive de commencer, mais t'arrives à l'Olympiade de commencer avec la deuxième chanson, carrément. Pan. Alors, panique derrière moi aussi, tu te rends compte? Oui, oui. Pour des trucs comme ça, oui, ça, des moments de trac énormes. Oui, je t'ai vu changer de chanson en cours de route à l'Olympia. Oui, parce que j'avais peur. Et ça m'arrive de temps en temps. Et de toute façon, j'ai toujours une nuit de retard, tu sais, pour dormir. Et je dors peu et vite. Mais tu remercies le bon Dieu d'avoir une santé comme tu l'as. Parce que... Ah, j'ai une bonne santé, oui. On va entendre Bing Crosby. Ah, si tu veux. Oui. Ah, il a enregistré, juste avant de mourir, une chanson de moi. Ce qui s'appelle Seasons. Season, oui. Ah, j'ai presque bien dit, dis donc. Seasons. I watch the seasons come and go, and I have seen them all. The sunshine turning into snow, and the summer into fall. In early spring, when I was young, the song of life was boldly sung. Instead of walking, I would run, and life had begun. Alors, Monsieur Bécaud, je suis content de vous recevoir. C'est Jean-Claude Brialy. Mais je vous avais reconnu aussi. Oui. Dis-moi, Gilbert, alors on parle un petit peu de ta petite jeunesse, de tes débuts au piano à 5 ans. Et puis, tu étais un enfant rêveur, contemplatif, un peu espiègle, hein, quand même. J'étais pas tellement rêveur et contemplatif. Non. J'ai toujours été un bon scorpion. Oui. Assez... Tu aimais bien vivre dans la rue, quand même, au soleil. Enfin, oui, mais je me battais dans la rue. Ah, tu te battais? Ouais. Ah, c'est pas le petit poète non. assis comme ça qui regardait les étoiles. Non, c'est pas le petit Ahmad. Non. Non. J'étais assez pas vadiquette. Turbulent. Et tu vas à l'école au Parc Impérial de Nice? Ou après, d'abord tu as commencé à Sacerno, à l'école communale. C'est ça. Et ensuite de ça, on m'a filé au Parc Impérial pensant que j'allais mieux faire, mais ça n'a pas été d'une évidence totale. Non, pas un très bon élève. Non, c'était un demi-succès. Oui. Un succès d'estime, même pas. Oui. Et puis à 12 ans, tu rentres au Conservatoire de Nice, en classe de piano et de composition. Là, tu as un professeur qui s'appelle Tadlewski. Oui, Tadlewski, qui était d'ailleurs... disciple de Paderewski. Exactement. Voilà. Ouais, qui d'ailleurs tu vas dédier en 1956, le pianiste de Varsovie. Exact. Tu travailles beaucoup, hein, parce que ça, faut le dire, parce que je le sais moi, mais que tu travailles 12 heures par jour. Mais... Pas 12 heures, mais bien 8-9 heures. Tu sais, on ne peut pas être au conservatoire, faire du contrepoint, faire du piano, faire des choses comme ça, et le faire comme ça du bout de la lèvre, c'est impossible. Tu es obligé pratiquement de faire 8 heures de musique par jour. Et c'est ton instinct qui te guidait plus que la technique, les choses, c'est
ton âme, quand tu choisissais, tu commençais par Chopin, et je finissais avec Liszt, par toi. Ou par moi. C'est ça. Je me souviens d'avoir attaqué au conservatoire, alors à Paris, là. Je me souviens plus quelle œuvre. Je crois que c'est un Debussy, assez délié, tu sais, où il fallait vraiment avoir les doigts bien en place. Et je commence à jouer ça. J'étais bien maintenant, Et tout d'un coup, j'arrive à un trait, tu vois. Et les pianistes savent très bien de quoi je parle. Et là, paf, et je me cogne un mur, évidemment. Et j'entends la cloche qui fait ding, ding, ding. Et si vous le jouiez dans le ton, j'ai carrément changé de ton. Ah, carrément. Et j'étais bien dans ce ton-là, mais... T'es parti quand même là. J'étais parti complètement heureux, détaché. Et c'était George Sand qui avait tiré la petite... Oui, le gars m'a dit, si vous le jouiez en mi bémol, vous allez voir, ça marche mieux. Et alors, pour gagner ta vie, tu fais des petites boulots comme ça, cireur, laveur de voiture, ramasseur de balles de tennis, maître nageur, tout ça? J'étais maître nageur, j'ai fait les plages, j'étais chasseur, j'ai été cordonnier. Là, t'avais quel âge? 14-15 ans? Non, un peu plus, là. 16 ans? 17 ans? 16-17, oui, dans ces environs. Là, tu commences à plaire aux dames et tout? Ah oui, mais je plaisais déjà aux dames avant, hein. Ah bah, t'as pas commencé à 12 ans, quand même? Ben, dans le Midi, on commence de bonne heure. Hein. Ah bon, excuse-moi. Comment on fait dans le Nord, vous? Non, moi, je suis dans l'Algérie, alors je veux dire... Ah bon, bah, excusez-moi. On commence à 5 ans, imbécile. En 1942, tes parents montent à Paris. Et là, c'est bien pour que tu puisses travailler la musique. Hein? Et puis, vous habitez boulevard Murat. Là, je connais je connais mon vrai père pour la première fois. Ah là, en 42. Ouais, je connais mon vrai père. Si tu veux que je te fasse un petit flashback, oui. C'est pour dire l'ambiance qu'il y avait à Nice dans les quartiers près de la mer, qu'on appelle le Babazouk, où j'habitais en partie. C'est que j'étais le souffre-douleur à l'école communale. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je travaillais pas très bien, parce que j'avais du mal à travailler étant donné mes études de musique, c'était très dur de tout faire en même temps. Et ça demandait beaucoup d'heures de présence. Et j'avais un petit garçon qui s'appelait normalement Albert Dubois, et qui m'avait fait une tête comme ça pendant des mois et des mois. J'avais beaucoup de mal à quitter l'école, et tous les soirs, j'inventais un nouveau système pour arriver à quitter l'école sans un coup férir. Et en général, je me réveillais sur le sable, à côté du Paillon, à Nice. Et je me réveillais sur le sable avec une tête comme ça, et on me faisait une grosse tête tous les soirs à la sortie de l'école, et j'ai jamais su pourquoi. Et quand j'ai rencontré mon père, et que je l'ai vu la première fois, ça m'a donné un courage d'acier. Je lui ai raconté ça. Il m'a donné les sous pour prendre le train et descendre à Nice. Pour aller lui faire une tête à l'autre. Ben oui. J'en pouvais plus. J'aurais pas pu commencer une vie d'homme sur un truc pareil. J'avais une boule là. Ouais. En plus, tu vois les marques que j'ai un petit peu partout sur la figure, c'est-à-dire que je les dois. Et je me souviens toujours, j'arrive à Nice par le train. Je fonce, quand même, j'ai pris un fiacre, je sais pas quoi, à toute vitesse, à l'endroit où il habitait. Et j'arrive en bas et je vois sa mère. Elle dit, ah, vous venez voir Albert, c'est gentil, ça va lui faire plaisir. Montez au premier étage. Je ne savais pas ce qu'il attendait. Et j'arrive et je vois ce jeune homme dans un fauteuil avec une couverture qui, sur les genoux, il était passé sous un tramway, il s'était fait couper les 2 jambes. Oh. C'était la frustration de ma vie. Ah, c'est une belle... Je l'en ai haï davantage. C'est comme un conte, hein, d'Edgar Poe. Je sais pas. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Mais j'en voulais encore plus oui. Que le tramway lui passait avant moi. Ah oui, c'est vraiment... Et tu l'as jamais revu? Ben non, j'ai rien dit. J'ai dit, je suis venu dire bonjour, qu'est-ce que j'ai dit? Ben bien. Je peux pas y foutre comme un regard, quand même. C'était un peu beaucoup. Alors, dans un film de... Alors, j'ai repris mon train, et puis j'ai dit ça à mon père, alors... Mais dans un film de Mel Brooks, il lui aurait foutu une pêche. Il aurait foutu une pêche, c'est ça. Eh bien oui, je reçois Gilbert Bécaud et je suis bien content parce qu'on est en train de vagabonder dans sa jeunesse, son adolescence. Alors, en montant à Paris en 42, tu fais la connaissance de ton vrai papa. Tu rejoins ton frère qui est chef du réseau de renseignement dans le maquis du Vercors. T'es en Savoie, au col de Saisie. Agent de liaison. Puis c'est-à-dire, attendez, qu'il était très actif. Médaille militaire, machin, tout ce que tu peux imaginer.
très actif, extrêmement patriote, presque fanatique, si tu veux, extrêmement pur. Le regard, c'est un ligne bleu des Hauts. Je dis ça en me moquant parce que je m'en moque pas. C'est un clin d'œil. Mais étant donné qu'il était très actif dans les services de renseignement, et qu'il était en même temps dans la police à Nice, pour cette cause-là, il était dans la police, donc faisait donc son double travail. Il avait appris donc que les gens devaient arrêter la chapelle, ce qui s'appelait la chapelle, et il devait arrêter son frère pour essayer de récupérer la chapelle. Il l'a su juste à la seconde près, et il m'a fait kidnapper, parce que sinon, qu'est-ce que tu veux que je fasse à 14 ans, je sais pas quel âge, dans la résistance. Oui. Donc il m'a enlevé, et l'ennemi est venu chez moi, est venu chez nous, je crois, 2 ou 3 heures après mon départ. C'est une belle histoire aussi, ça. C'est marrant. Hein. Ah oui, c'est marrant. Je me suis retrouvé à Albertville, en Savoie. Mais grâce à ça, ton service militaire a été un petit peu raccourci en 52 ? Ah oui, parce que, étant donné que j'avais fait du service armé à un âge où on joue au train électrique, quand je suis arrivé au service militaire, à la base aérienne du Bourget, à la BA 104, je veux dire, ils m'ont dit, mais dites donc, mais vous avez déjà donné ? Vous avez déjà donné ? J'ai dit oui. D'autant plus que j'étais sursitaire à cause de mes études et que j'avais déjà un enfant qui s'appelait Gaïa. Alors tu comprends que quand tu as 21 ans, au lieu d'en avoir 18, que tu es en train de faire des classes alors que tu t'es dans les tranchées jusqu'au cou, quelques années avant, et qu'on te file un fusil et que tu sais mieux t'en servir que d'un balai, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais ça, c'était aussi un peu d'inconscience, je veux dire. C'est parce que tu avais de l'admiration pour ton frère. Pas du tout. Enfin, j'avais de l'admiration pour mon frère, mais c'était l'aventure. Non, les circonstances ont été telles qu'il a été obligé de me kidnapper pour pas que les Allemands m'enlèvent. Si tu veux, pour le récupérer. Oui, oui. Sinon, sans doute, ils auraient fait un chantage sur lui, j'imagine. Je sais pas. Ton père est dans l'hôtellerie. Il est rue Vanneau, c'est ça ? Oui, nous habitons rue Vanneau dans le 7e, oui. Et puis, tu n'arrêtes pas de travailler. Tu fais des concertis, des symphonies, oratorios. Ah oui, Jean Doyen. Mon père, oui, mais mon père me met au pas quand même tout de suite. Il faut que tu gagnes ta vie, mon garçon. Parce que les cours coûtent très cher, c'est ça ? Les cours coûtent très très cher. Et étant donné que mon père ne parlait pas l'anglais, il me dit, aussitôt que l'anglais est arrivé en France, un maître d'hôtel ou un caviste, comme il était, devait parler anglais. Étant donné qu'il ne le parlait pas, alors la situation déclinait légèrement, étant donné que les cours avec les grands professeurs de piano sont hors de prix, où il était en tout cas à ce moment-là, et que le conservatoire ne suffit pas complètement. Il faut un additif de cours particulier pour le goût, pour le tu sais, ce truc qui en plus, tu comprends qu'un cours collectif, c'est nécessaire. Alors je suis donc rentré comme chasseur à l'hôtel de Noailles, rue de la Michelière, en face du théâtre de la Michelière. C'est ça, groom. Alors j'étais groom le jour et concierge de nuit la nuit. Et puis ta première commande, c'est une partition destinée à illustrer un court-métrage de Jacques Boulet, c'est ça ? Oh là là, du pain. Oui, ça s'appelait Banlieue. Banlieue, oh là là, quel horreur. Oui, j'ai travaillé, je crois que ce court-métrage, à l'époque, il y avait encore. Ça fait aussi Jeu de main. J'ai été primé à Punta del Este. Oui. Quand même. Oui, c'est un peu loin, mais enfin, qu'est-ce que vous enfin, écoute, quand on a des prix, il faut les dire. Exactement. Hein? Alors là, tu rencontres Kiki, enfin ta première femme. Elle jouait dans la quadrature du Cercle, montée par Vitalier la Huchette. Oui. Et puis, tu as 2 fils, alors là, que je connais, Gaïa et Pilou. Et Philippe, oui. Et voilà. Et puis voilà, alors, et là, tu continues à travailler, tu deviens pianiste de brasserie aussi. Ah oui, je fais tous les métiers. Au petit bar d'Auteuil. Oui. Le petit bar d'Auteuil, c'est là où tu rencontres Vidalin. Exactement. Mais là, il m'était arrivé un truc aussi, tu sais, on mettait une assiette comme là. Oui. Alors, le gars, il me disait, je jouais à l'heure de l'apéritif, toi. Il me dit, il faut mettre une soucoupe. Puis pour faire comprendre aux clients que le pourboire, ça marche bien, vous amorcez la pompe, comme il disait, vous mettez un billet de 500 francs à l'époque, mais ancien. Oui. 500 francs. Et le premier jour, au lieu de m'en mettre, ils m'ont piqué mon billet de 500 francs dans ma soucoupe. Alors après, je l'ai collé avec un double collant en dessous, tu vois ce que je veux dire? Quand ils piquaient mon billet, ils piquaient l'assiette avec. Ça s'entendait au moins. Alors avec Vidalin, tu composes La femme du cambrioleur. Oui. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu.
Et alors là, vous allez en finale du Grand Prix de la chanson à l'ABC. Alors l'idée de la... Attends, c'est marrant parce que l'idée de la femme du cambrioleur, c'est rigolo par rapport... Parce que c'est une chanson qui parlait des deux femmes, la femme du cambrioleur et la femme du flic. Oui. Et qui étaient tout le temps en colère de ne jamais voir leur mari la nuit parce que l'un était en train de voler et l'autre était en train de courir après l'autre. C'était amusant. C'est une jolie idée. Triomphe. C'est un grand tube international. Mais non, c'est d'ailleurs... plus tard, Sacha Guitry s'est inspiré de votre chanson pour faire Assassin et voleur avec Poiret et Serrault, je te signale. Ah bon, alors voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, tu vois, j'ai pas été complètement inutile. Non. Et alors là, tu vois Pierre Delanoë aussi. J'étais pianiste Marie Bizet. C'est ça. Et lui venait lui écrire des chansons. Et Jacques Pils, vous avez écrit À midi sur les Champs-Élysées. C'est quoi ça, ces chansons? Tu connais pas ce chef-d'œuvre? Non. À midi sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que c'est À midi sur les Champs-Élysées? À midi sur les Champs-Élysées. Immortel. Personne connaît, laisse tomber. Bon, alors... Enfin, ça m'a quand même fait faire le tour de l'Amérique du Sud, ça. Parce que, ah oui? Parce que Pils me dit, on va chanter ça si vous y tenez vraiment, mais par contre, vous pourriez m'accompagner en Amérique du Sud. Et il m'avait dit, voilà, alors je ne vous paye pas beaucoup. J'aime pas quand ça commence comme ça. Oui, c'est mauvais signe. Oui, enfin, je vous paye pas beaucoup. Par contre, vous êtes nourri, logé, pour vivre la grande vie avec moi et tout ça. Et j'ai fini quand même au bordel, je veux dire. Que j'habite... Non, attention, je veux dire, ni comme client, ni comme pensionnaire, je veux dire. Comme pianiste? Non plus. J'habitais là parce que c'était moins cher. Ah oui, mais enfin, c'était quand même... C'est pas désagréable. Je ne sais pas si c'était... Enfin, je ne connais pas votre expérience, mais moi, la mienne était normale, quoi. Bon. Ah bon, tu montais jamais dans les chambres? Une fois de temps en temps. Ah bah, quand même. Bah oui, parce que je pouvais pas en rester là. Il fallait bien faire quelque chose, il fallait être poli, disons. Puis là, vous écrivez une belle chanson, Carte postale, que Montand va chanter. Oui. Alors ça c'est quand même le début, là, ça commence à bouger. Exact, ça commence à bouger. Je me souviens, j'étais allé voir Simone et Montand. Et il a chanté, très bien chanté, Carte postale en noir ou en couleur. Très et pour chanson. Piaf, j'ai crié Sa gueule, sa madame, jeté dans la peau. Je sais plus quoi d'autre, enfin plein de choses. Et tu deviens le pianiste de Jacques Pils, donc. Et là, on apprécie ta présence de pianiste parce que tu n'étais pas seulement un pianiste ordinaire, tu participais au spectacle. Mon enfant, étant donné qu'il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait que le piano et le chanteur, il fallait quand même qu'il se passe quelque chose. Puis j'aimais bien. Oui, il y a une Moi, j'ai jamais vu chanter Jacques Pils. C'était vraiment, il avait beaucoup de charme. Ah ben c'était exactement ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était, si tu veux, un André Claveau réveillé. C'est une jolie définition. Non, je veux dire... c'est une jolie définition. Non, mais toi, ce que je veux dire, André, tu le connais bien. Oui, moi aussi, beaucoup, et je l'aime beaucoup. Oui. Mais dire, c'était un chanteur de charme, bien clair, net. Tandis que Pils bougeait un peu, tu vois. Oui, voilà. Alors André, c'était charme, alors que Pils, c'était déjà... Il chantait un peu moins bien, mais il bougeait un peu plus. Voilà. Et alors, donc, vous apportez Jeté dans la peau à Edith Piaf. Edith Piaf prend la chanson et Pils. Et prend la chanson et Pils. Et moi, on me laisse sur le carreau. Mais la grande chose qu'elle a fait d'extraordinaire, c'est qu'elle m'a présenté Louis Amade. Alors, Gilbert Bécaud, on en est à monter à Paris. Tu es le pianiste de Jacques Pils. Vous avez fait une très très belle chanson pour Edith Piaf, Jeté dans la peau. Et puis, Edith, pour laquelle tu as une admiration inconditionnelle, en tout cas pour la chanteuse, parce que c'est un personnage extraordinaire, te présente Louis Amade, qui est poète et sous-préfet de Versailles. C'est comme dans un conte de Pagnol ou de Daudet. Et Louis, à ce moment-là, c'est une grande histoire entre nous. Une grande tranche de vie, si tu veux, et on écrit une chanson, la première, qui s'appelait Les Croix. Et on écrit, je ne vais pas te citer le nombre de chansons qu'on a écrites avec Louis, parce que ce serait trop long, mais la dernière qu'on a écrite ensemble, c'est les Amzonaliers pour faire un raccourci saisissant. Ouais. Voilà. Mais alors, c'est le grand cadeau qu'elle m'a fait. Louis, il était comme, il écrivait des poèmes comme ça. C'est parce que je veux dire, il n'a pas écrit des chansons. Non, pour il d'autres. il écrivait avec Valberg des chansons. Il écrivait avec d'autres et pour d'autres. Ah, déjà. Oui. Et c'est un jour, Uvano, où Louis m'a dit, écoute, mon Gilbert, c'est pas le tout. Faudrait que tu chantes tes chansons. Alors, je dis chanter mes chansons. Chanter? Ah, chanter.
Mais oui, dit-il. Et alors le soir, je me souviens qu'avec mon ex-femme, on a tellement ri. Mais tellement ri. Parce que je lui dis, tu sais, je crois que je vais chanter. Ça, c'est drôle. Tu t'imagines la crise de rire. La crise de rire de la soirée. Moi, chanteur. Tu t'imagines? Mais d'ailleurs, je veux te dire franchement, honnêtement, mais c'est très drôle dans la vie. Quand je me regarde dans la glace le matin et que je me rase, je me dis, je suis chanteur, tu vois, chanteur. C'est Louis je n'arrive pas à m'y faire. Qui a provoqué. D'autres aussi, d'autres non plus. Et alors, tu fais aussi une chanson très belle avec Aznavour qui s'appelle Viens. On en a fait beaucoup. On a fait Viens, Méké, plein de chansons. Alors, Les Croix, ça devient un énorme succès. Hein, oui, triomphe. Oui. Et c'est Edith le chante d'ailleurs. Et c'est la première chanson, il faut le rappeler, qui est diffusée sur Europe 1 en 1955, à son démarrage. C'est d'ailleurs le mot Europe 1, oui. C'est un mot qui est né dans mon salon au Chênay. Et on a décidé à cette époque-là, avec Merlin, avec Lucien Maurice, toute l'équipe de l'époque, d'appeler ça Europe numéro 1. Ah. Et la première chanson qui est passée sur l'antenne d'Europe numéro 1, c'est Les Croix. C'est Les Croix. Ça serait bien qu'on entende Les Croix. C'est sympa. Bonjour tout le monde. Champagne pour tout le monde. Allez hop. Alors Gilbert Bécaud, je suis content que tu sois avec nous cet après-midi. Moi, ce que je serais content, c'est que les gens qui nous écoutent actuellement, s'ils pouvaient écouter ce que l'on dit entre les moments où il se passe des pubs ou des trucs comme ça. Qu'est-ce pour la postérité, ça. Oh là là. Pour plus tard. Ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu sais au moment où tu m'as dit. Oh, ils auraient adoré ça, les gens. C'est un poète, mais vraiment. Alors, bon, on enchaîne. Ces auteurs, c'est Louis Amade, on en a parlé tout à l'heure, Delanoë, Aznavour, Vidal viendra plus tard. Alors, les premières chansons, Balade des baladins, Méké Méké, viens, c'était mon copain, je t'attends, quand tu danses, mes mains, oh mes mains. Je crois, tous les matins, je me mettais ça, les mains. Et puis, tu fais ton service militaire comme caporal aviateur à la base aérienne du Bourget, qui est un raccourci à cause de tes exploits de résistant. Et puis, c'est dans cette tenue que tu chanteras en public pour la première fois à Versailles, le 24 décembre 1952, au Rotary Club. Tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens. C'est-à-dire que la première fois où tu chantes en public. En public, c'est parce que ma femme et moi, on était fauchés. Et puis, il y avait dans un petit garçon gaillard. Je me souviens plus s'il était en gestation ou s'il était déjà là. Non, il devait être là. On n'avait plus de sous, toi. On n'avait pas de quoi se payer un gueuleton pour Noël. Alors, il m'avait offert 500 anciens francs. Mais à l'époque, c'est comme 5 francs aujourd'hui, si tu veux. Et un gueuleton. Et j'ai chanté devant... à Versailles. Ça, c'était pas le coup du Rotary. Le Rotary, c'était plus tard. Et je me souviens plus comment ça s'appelait. Et j'ai fait un bide évidemment monstrueux parce que je hurlais encore plus qu'aujourd'hui. Tu sais, quand on ne sait pas chanter, on crie. On se protège. On se protège. Et voilà, alors on avait eu notre gueuleton avec ma femme quand même pour la Noël. C'était gentil. Mort de rire parce qu'elle me dit que c'est mauvais, tu peux pas savoir. C'est à hurler, je lui disais. Je me dis oui. Enfin, un Rotary Club, tu as un triomphe, accueil enthousiaste, et puis Amade te dit l'an prochain, pour Noël, où que ce soit ton cachet de réveillon sera de 100 000 francs. Et te fait et c'est lui qui il te prend comme un poulain, je dirais, il s'occupe de toi. Oui, non, mais c'est vrai, il était la base de tout. Ce qui était formidable, c'est qu'il m'arrivait, après, quand ça commençait à marcher un petit peu, j'arrivais à faire 3, 4 ou 5 cabarets dans la soirée, tu sais. Et je m'accompagnais au piano, et un jour, il m'est arrivé un accident. Tu vois ce pouce qui est là? Oui. Il y a une marque, là, le pouce de la main gauche, donc une petite cicatrice. Et j'avais un gros pansement, une grosse poupée, impossible de m'accompagner. Et là, il fallait que je prenne un pianiste. Et tu savais comme c'est difficile de passer, quand un interprète passe, c'est comme si tu avais mis Brassens sans sa guitare, tu vois? Tu vois le portrait? Tu vois Brassens avec sa guitare, tu vois Brassens, les bras pendants devant le micro. L'enfer. Le maître ou le maître et demi ou les 2 mètres qui te séparent du piano à passer devant comme un vrai chanteur, tu vois. Ces 2 mètres-là sont infernales ou infernaux, comme tu veux.
C'est épouvantable, c'est épouvantable. Je me souviens, Louis m'a dit ce soir-là, il me dit, bon, mon Gilbert, si c'est comme ça demain, c'est une catastrophe, il faut tout laisser tomber. Je n'avais jamais chanté, j'étais protégé par mon piano, protégé par ma commode, tu comprends? J'étais protégé derrière mon truc. Mais tu vas, tu viens, tu te lèves comme ça, et que tu chantes debout, ça n'a plus rien à voir. Hein. Et là, tu n'as plus de micro, je te dis tout de suite. Mais non, c'est pas grave. Il se lève, il s'en va, c'est en stéréo, vous êtes maintenant en FM, machin. Oui. Non, mais c'est très, très, extrêmement différent. Oui, mais est-ce que tu sentais quand même quelque part, parce que tu avais un pouvoir sur le public? J'ai eu conscience immédiatement du trou et du silence. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens. Mais conscient du silence, parce que quand tu joues quelque chose, et tout d'un coup, tu plaques un silence. Tu plaques, si je veux dire, un silence. Tu bloques tout et tu fais un silence. Et ce silence-là a une certaine qualité que tu connais, toi. Exactement. Et ça, j'en ai toujours été extrêmement conscient. Tu t'en souviens de ça? Du silence. Alors, tu as un contrat avec Pathé Marconi, qui était à ce moment-là, ils avaient chez eux, excusez-moi du peu, Charles Trenet, Tino Rossi, Edith Piaf et Luis Mariano. Et le Béco, il entre dans tout ça, tranquille. Hein? Luis Mariano est un très bon ami à moi, un type fantastique. Moi aussi, un type fantastique. Humainement. Humainement, et puis la qualité. Type, grande qualité. Alors, le 2 février 53, tu enregistres ton premier disque, le soir de la naissance de ton fils. Oui, j'étais en train d'enregistrer Les Croix, et il y a eu le téléphone, et on m'a dit c'est un garçon. Alors j'ai payé un coup à tout l'orchestre, parce qu'on enregistrait en direct, ça m'a coûté une fortune, j'ai eu beaucoup de temps à m'en remettre. Mais c'était un garçon, et c'était gaillard. C'était un beau cadeau. Ouais. Hein? Ouais. Alors, et puis alors, là, je vais te dire, c'est là où j'ai un souvenir très précis avec toi, parce que la première personne que j'ai connue, ceux qui me connaissent, c'est toi, car on m'a emmené chez Tonton au Liberties, où tu passais, et j'avais 20 ans, et j'ai vu celui-là qui a chanté. Ah, c'était magnifique. Audra d'or, des trucs comme ça. Il y avait Marguerite Moreno qui disait, elle passait de Mallarmé à Verlaine. On n'imagine pas aujourd'hui dans un... Avec des tunnels à la Folle de Chaillot. Oui, des tunnels à la Folle de Chaillot. Et puis Gilbert. Et Gilbert qui... Et Fernand Sardou, le père et Fernand Sardou. Et puis on ne peut pas imaginer que ces gens-là qui étaient de bonne qualité, il y avait entre Lagacan, le roi de Scie, le prince de Ça, cassaient aucune chaise, mais ils étaient pétrifiés. Oui, parce que je chantais très fort et avec un joueur très fort du piano. Ah oui, mais je me rappelle de ça. C'était comme... Ça a toujours été un peu la peur qui m'a donné ça. Tu sais. Ah, c'était beau, ça. C'était bien. Et quand on m'a souvent accusé, si tu veux, parce qu'à l'époque, c'est une accusation, maintenant on permet tout, alors donc ça va. On permet trop même. C'est de chanter de dos au public, c'était uniquement pour récupérer dans les yeux de mes camarades, des musiciens qui étaient derrière moi, une force, tu vois ce que je veux dire, parce que je dépensais trop à la face. Il fait absolument que je récupère. Et je le fais encore. Mais inconsciemment, c'est-à-dire je me tourne de dos, souvent pour récupérer de la puissance chez eux, m'emmagasiner et repartir avec ça. Tu vois que finalement, on est marqué à jamais par son enfance, sa jeunesse et tous ses débuts, parce qu'on même encore aujourd'hui où tu as beaucoup de métiers, l'émotion, la peur, le besoin de donner, on le retrouve au moment où le rideau se lève. C'est sûr, mais tu sais, quand tu dis le mot métier, tu sais très bien que ça veut rien dire. Non, rien. Je veux dire, ça veut rien dire pour des gens comme nous, parce que, je veux dire, on donne tellement, mais c'est vrai, il faut bien le dire un coup de temps en temps, c'est vrai. Oui. On nous donne tellement aussi, attention, oui. Mais on donne tellement que le métier... Moi, je m'aperçois pas que j'ai du métier, si tu veux. J'ai quelques parades qui m'empêchent de tomber. Voilà, c'est ça, je veux dire. Mais c'est tout, c'est d'une fragilité. C'est d'une fragilité. Alors Gilbert, on a parlé de tes débuts là, qui deviennent maintenant, tu deviens une vedette là. Après Tonton, tu vas chanter au Drap d'Or, à la Villa d'Est. Tu fais 3-4 cabarets tous les soirs. À la Villa d'Est, il y a un plateau du tonnerre. Il y avait Aznavour, Brassens. Il y avait Aznavour, Brassens, Dario Moreno. Des comiques, je me souviens plus. Jean Raymond, un truc comme ça, Béco, et il y a une cuisine derrière. Oui, je me rappelle, moi. Tu te souviens, il y avait une cuisine derrière, et on buvait du vin rouge toute la soirée. On sortait défoncé de cette boîte. Juste à côté pire que les clients. C'était terrible. Juste à côté de la Villa d'Est, il y avait l'Amiral. Exact, en bas. Où il y avait Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Jacqueline Maillan, Tariq Cole, tout ça.
C'est ça, Jean-Richard Haricot. Moi, j'étais à ce moment-là avec... j'allais et on finissait tous au bistrot d'à côté pour dîner le soir. Virginie Vitry qui passait en attraction, à la fois chez Solidor, qui était en face. Solidor. Tu te rappelles de ça? Oh, Solidor. Excusez les vieux combattants. Oh oui, mais c'est ça, mais je te jure. Mais c'est ça. C'est les anciens... Non, c'est les anciens, c'était la merveilleux. base aérienne 104 qui vous cause. Ah non, c'est beaucoup plus drôle. Parce que tu te souviens très vite. Oui. Et tranché. Moi, je me souviens de la pianiste de Solidor, elle était couchée sur son piano, c'était une pauvre vieille. Il n'était dame. pas couché, non, sur le piano. Non, d'accord. Elle était terrorisée par Solidor, et Solidor disait... Il y avait de quoi. Maintenant, voici Suzy Solidor. Et la pauvre pianiste se réveillait et elle chantait les goélands et tout ça. Ah oui, c'était extra. Alors, ton premier impresario, c'est Johnny Stark? Oui. Ah, je savais pas ça. Je lui dois des sous encore. Ah bon? Oui. Et puis après, Émile Hébé, Félix Marouani. Oui. Et aujourd'hui, c'est Charlie. Charlie Marouani. Oh, j'adore. L'Africain, comme l'appelle Barbara. Elle l'appelle l'Africain. Oui, elle l'appelle l'Africain. J'adore Charlie. Moi, je l'appelle le marabout. C'est pas loin. C'est pas loin. Ou le chameau, de temps en temps. D'ailleurs, ton premier gala hors de France, c'est à Casablanca. Tu vois que tout s'enchaîne. Ben voyons. On est à Casablanca. Et puis, tu es vedette à l'Olympia pour la première fois le 5 février 1954. Tu étais vedette américaine du spectacle avec Lucienne Delille. Aimé Barelli. Aimé Barelli. Hein? Alors, là, c'est là que tu as trouvé ta première... ton costume bleu, ta cravate à pois et tout ça? Écoute, je vais te dire franchement, j'ai tellement menti sur ma cravate à pois que moi-même, je ne m'y retrouve pas. Tu vois, ça, je ne sais plus où est la vérité, pour être vraiment honnête. Non, mais là, en 54, j'ai beaucoup menti de ces France Dimanche, ici Paris, je ne sais plus ce Rustica. Oh là là, Rustica, le chasseur alto. Oui. J'ai tellement menti. Non, mais enfin honnête, je ne sais plus. Mais là, tu l'avais, ton costume bleu et ta cravate à pois, là. Je crois que c'est à l'époque les propriétaires particuliers et très gentils de la Villa d'Est qui t'avait offert ton costume? Oui, c'est ça, avec des chaussures en daim. C'est un peu spécial. Ça, c'est oui. Un peu spécial. Ça, tu l'as. Je crois que ça vient de là. changé, ça. Ça, j'ai changé, oui. Mais c'est beau d'être fidèle. Je veux dire que c'est vrai qu'on se rappelle maintenant de la robe noire d'Edith et de ton costume bleu et ta cravate à pois. Je veux dire, c'est important d'avoir une silhouette et d'avoir. Tu sais, si je l'ai gardé, c'est parce que je n'ai pas eu le courage de l'enlever d'abord. Et si je l'ai adopté, je m'en suis pas aperçu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a des enchaînements de faits actuellement. Est-ce que tu es superstitieux? Non. il croise ses doigts, il me fait des signes. Non. Il est fou, ce Bécaud. Oui. Et alors bon, alors donc au moment où tu passes en vedette à l'Olympia, tu décides de consacrer la matinée qui précède la soirée de la première aux jeunes. Non, mais c'était après Aimé Barelli, ça. Oui. C'était au deuxième passage. Oui. Et alors là, 6 mois après, je crois, très vite. Après. Alors là, tu fais une matinée pour les jeunes. Oui, on était en train d'ailleurs de déjeuner avec Bruno, Cocatrix, et on avait dit, sur présentation des cartes d'étudiants, vous venez ou gratuitement ou à demi-tarif, je m'en souviens plus. Enfin, je crois que c'était gratuitement. Et on était en train de déjeuner tranquillement tous les deux. Enfin, lui déjeunait parce que moi, je ne déjeune jamais. Et on est allé à l'Olympia. Et là, quand on est arrivé, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? On avait fait ça comme ça, sans... Tu sais, il n'y avait pas de planning comme on fait aujourd'hui. C'est des trucs extraordinaires. Oui, c'était un peu de l'artisanat. Un peu de l'artisanat, tu vois. On ne s'était pas rendu compte de l'impact que ça avait donné. Il y avait une foule énorme dans l'Olympia qui cassait tout. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer un par un, il rentrait 100 par 100, tu vois, ce qui changeait tout le problème des portes. Alors, on passait à travers les portes. C'était vraiment l'idole des jeunes. Ben, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et alors là, ils ont tout cassé. C'était un délire, la folie. Oui, mais c'était pas tout cassé d'une façon désagréable, si tu veux. Ah non, mais que je te déboulonne les fauteuils. Pour les jeter sur la scène. Non, c'était pas ça. C'était sympa, quoi. Tu étais heureux. Et alors, tu es devenu un peu le fétiche de l'Olympia. Parce que finalement, tu es le seul à avoir fait autant l'Olympia. Ben, je n'ai jamais changé de théâtre. Oui, tu as toujours été. Tu n'as pas été. Jamais chanté au Palais des Congrès. J'ai jamais changé d'auteur. J'ai jamais changé. J'ai très rarement changé de musicien. Avec les femmes, tu as changé un petit peu. Un petit peu, oui. En douce. On va enchaîner. Alors, là, tu vas. Je n'ai pas changé beaucoup, écoute. Non, ça c'est vrai. Allons jusqu'au fond. Ah oui, c'est des choses. Je dis allons jusqu'au fond des choses. Ah oui. Finis tes phrases. Finis tes phrases. Bon. On est en train de délirer sur ta jeunesse, sur tes succès, sur tes débuts. Et on a parlé beaucoup de l'Olympia, qui est une maison
qui te doit beaucoup et que tu aimes. À qui je dois beaucoup aussi. Parce que c'est une maison magique. Oui, oui. Faut pas s'y tromper. Bruno Cocatrix, c'était quelqu'un. Hein. Ouais. Prend des risques considérables. Qu'il a pu prendre comme risque. Des coups de folie, des coups de... Non, des risques tout court. Des risques. Alors, énormes. En 54, tu reçois le Grand Prix du disque. C'est Vincent Auriol qui... Mais des mains de Jean Cocteau. Alors c'était oui. un plus, si tu veux. Ah oui, formidable. Puis 55, c'est la première tournée aux États-Unis. Hein, où tu deviens là une star. Et puis... C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Ah bon? Non, j'ai jamais été une star. Un Amérique? chanteur star aux États-Unis, non, jamais. Ah bon? C'était très connu. Comment toutes tes chansons sont très connues. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ah, les chansons sont plus connues que toi. Les chansons sont beaucoup plus connues que moi. Et c'en est devenu, non pas à cause de beats successifs, parce que je faisais beaucoup de succès à chaque fois, et j'en viens d'ailleurs, je viens de faire une série de concerts, mais c'est trop astreignant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut habiter les États-Unis, tu comprends? C'est grand, tu les fais pas 2000 par 2000, tu comprends? Il faut les faire 2 millions par 2 millions. Mais c'est pas être une vedette à New York ou à Los Angeles, il faut être partout. Alors moi, j'ai jamais voulu ça, parce que je ne peux pas vivre vraiment aux États-Unis, je peux y travailler, mais y vivre, je peux pas. En 60, tu crées à la télévision une très jolie cantate, L'enfant à l'étoile, hein? Mondovision. En 62, c'est l'opéra d'Aran. D'Aran. Aran. Ah, j'avais bien dit. Non, mais ça, c'est en français. Ah oui, non, parce que j'ai vu que tu me regardais les yeux, d'un coup, j'ai dit ça. Non, ça rime plus. Ah oui, non, tu mets l'opéra d'Aran. L'opéra d'Aran sort, on l'a fait tout ça. Oui, non, au Théâtre des Champs-Élysées. Oh, bon, d'accord. Bon, très bien. Et puis, en 63, tu fais des longues tournées dans le monde. Et puis, Nathalie, c'est un triomphe qui fait le tour du monde, là encore. Bon, après, on va pas énumérer toutes les chansons et tous les succès. Simplement, en 74, tu es nommé chevalier de la Légion d'honneur. Et maintenant, tu es officier. Et le cinéma dans tout ça. Alors, explique-moi le cinéma. Pour moi, c'est je comprends pas. Je veux dire que tu as fait du cinéma parce que tu as débuté en vedette avec pas n'importe qui, Marcel Carné, dans Le pays d'où je viens, qui était scénario et dialogue de Marcel Achard, avec Françoise Arnoul, où Claude Brasseur faisait des débuts. Hein, c'était les premiers rôles de Claude. Tu avais composé la musique du film. Le film a été un succès, non? Oui. Ah! Le film était un succès à l'époque. C'était en 56. Le film était un succès ensuite de ça. Mais il y a un truc bizarre avec le cinéma et les chansons. Casino de Paris en 57, avec Une belle, De Sica et Catarina Valente. Ça, c'était un film alimentaire. Croque-mitoufle, de Claude Barma. Oui. Et puis, tu fais la musique de Babette Savate en guerre, le film de Christian Jacques avec la belle, merveilleuse Brigitte Bardot. Et puis, tu tournes pas. Alors, il y a une chose que je comprends pas, parce que il y a beaucoup de chanteurs qui sont des vedettes de cinéma aujourd'hui, comme Yves Montand ou Jacques Brel ou Gilbert Bécaud. Non, mais c'est justement le seul de l'exemple, ou les deux seuls peut-être, seraient Yves qui a arrêté de chanter, tout le monde le sait, pour faire du cinéma, dans un but précis. Aznavour, qui va très bien, mais qui est quand même épisodique, enfin, j'ose le dire, je pense que c'est pas... Je ne pense pas... Je peux pas dire du mal du presque seul ami que j'ai dans les chanteurs dans le monde, c'est mon seul complice, si tu veux. Ouais. Parce que je connais pas beaucoup de chanteurs, en fait. Et Charles, je sais pas qu'on se rend compte, on a un petit truc enfin, ça nous plaît, quoi. Oui, ben, nous aussi. On est ensemble. Bon. Ouais. Mais je veux dire que c'est pas une grande vedette de cinéma. Il joue merveilleusement bien, et quand je le vois, à chaque fois, je me laisse piéger parce qu'il est formidablement bien. C'est un grand acteur. Très bon acteur. Absolument. Un grand acteur. Oui. Bon, mais il doit y avoir un mystère entre... Jacques Brel a quand même réussi. Jacques Brel n'a pas réussi non plus à être un grand... Non, mais... est une vedette de cinéma. Oui, mais quand on est une énorme vedette de la chanson, à part Montand qui a abandonné la chanson, on peut pas devenir... Je crois qu'il y a toujours l'image du chanteur qui est là. Mais mes affirmations sont des questions, en fait, que je pose, oui, mais ce que je comprends pas, Brialy actuellement. Mais moi, je pose la question de savoir... Bon, tu dis on n'est pas une grande vedette au cinéma, mais quand même, je veux dire, quand on voit Charles Aznavour affiché avec Michel Serrault dans Le Fantôme du Chapelier, je parle un des derniers films que j'ai vu de Charles, avec le film de Chabrol, où il est remarquable, on met quand même Michel Serrault et Charles Aznavour. Non, c'est sûr. Bon... Donc, je veux dire que je comprends pas. Non, mais moi, la question que je pose, c'est que toi, qui as une tronche, qui a une gueule, qui a du tempérament, qui peut jouer une chose émouvante, et tu es quelqu'un aussi de gai, quelque part, gai à Jailly, comment, je veux dire, les metteurs en scène ne t'ont pas utilisé? Je veux dire que...
On t'a pas fait de proposition, ou toi qui as refusé? Non, c'est-à-dire que les films se font quand même longtemps à l'avance. Je veux dire, un petit peu longtemps à l'avance. Et souvent très près, quand on dit qu'est-ce que vous faites au printemps? Au printemps, je suis pris. Oui, bien entendu. Bon, alors, voilà. Il y a déjà quelque chose. Bon. Mais quelqu'un qui t'aime, il peut t'attendre 6 mois. Non, mais non, pour en venir à la réalité, ce que je voudrais, c'est maintenant, c'est un appel désespéré, un SOS que je lance. Je voudrais faire un 3 ou 4e rôle. J'en parlais à Lelouch l'autre jour à 7. Nous étions à 7 au festival de Georges Brassens, au truc là, et je chantais. Et je le disais à Lelouch, avec lequel on a fait justement toute une vie ensemble. Je jouais mon personnage, qui est très difficile. De se jouer soi-même. C'est pas du jeu, ça. Non, c'est pas du jeu, c'est ça. Et ou si c'est du jeu, c'était beaucoup plus difficile que Bien sûr, absolument. Et je lui en parlais, et il m'a promis d'y penser. D'y penser, de voir ça avec moi. Parce que j'en crève. Mais commence par avoir 2e, 3e rôle. Pourquoi 2e, 3e? Parce que je ne veux pas. Parce que d'abord, je suis pas capable de soutenir un film moi tout seul. Et d'une, si tu me mets en vedette, personne viendra. Et c'est normal. Ça, je le conçois assez bien. Par contre, un 2 ou 3e rôle, ce que joue Aznavour, si tu veux, souvent, où il joue comme dans le tambour, un 3e rôle, un truc comme ça. Mais un rôle important. Non, marquant, je veux dire quelque chose. Non, donnez-moi quelque chose à manger, j'en crève. Allô, j'en crève, j'adore ça. Je n'en peux plus, j'adore ça. Alors tu dois faire, tu sais quoi, tu dois faire comme Bette Davis, qui a eu 3 Oscars. Elle a acheté une page dans Variety. Elle a dit, j'ai 60 ans. Je ne tourne plus depuis 4 ans. Pourquoi? J'ai eu 3 Oscars et j'ai envie de tourner ça. Le lendemain, Robert Aldrich l'a appelé. Il lui a dit, voulez-vous tourner Baby Jane avec Madame Joan Crawford? Et sa carrière est repartie. Et alors, tu voudrais que je loue une page de François pour dire Beko veut faire du cinéma? Non, pas du tout. Mais écoute, ce soir, Europe 1, c'est mieux que François, si tu permets. Et tu as lancé ton appel du 18 juin. Donc j'espère que Fellini t'a entendu, parce que Europe est reçu partout en Europe. Et c'est normal, parce que ça s'appelle Europe 1. Et donc, tu vas être étonné quand Fellini va te demander de passer. Ah, mais je veux même faire des bouts d'essai. C'est ça, n'importe quoi. Non. Pas n'importe quoi. Alors, on te met un piano au loin, et tu passes à côté du piano, et tu ne t'arrêtes pas. C'est ça, et je passe dans le fond. Et pourquoi pas? Ah oui. Donc, j'espère, Gilbert, que... Tu me comprends, moi? Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Puis en plus, je veux dire, moi, spectateur, et moi, acteur, moi, metteur en scène, quand je te vois, quand je te connais depuis longtemps, et je sais, enfin, c'est important, la présence que tu as, enfin, quand on voit la télévision, je parle pas de scène, bien entendu, parce que c'est encore une autre chose. Mais sur la télévision, la présence, le regard, la voix... Ah, mais je suis bon, parce que si je t'affirme que je suis bon, c'est parce que je sais que je suis bon. Et ce que je voudrais, c'est... Maintenant, c'est un appel désespéré, un SOS. Alors, quand tu auras l'idée, d'ici 5, 10 ans, après le succès de Madame Rosa... Justement, ce que je voulais te dire. Tu fais une toute petite comédie musicale, mais avant de rentrer... avant de rentrer dans ces gros projets qui sont des toutes petites comédies musicales et qui coûtent beaucoup de tout petits millions, je te propose, en tout cas officiellement, si tu me veux comme musicien de musique de certaines de tes pièces de création, je suis là pour te servir. Comme il est mignon. Ok, tu vois. Et on passera à la comédie musicale un autre jour. Ou bien on jouera à Madame Rosa au Bouffe Parisien. Ah oui, d'accord. Ah oui, remarque, c'est comme il aura amorti là-bas. Oui, c'est ça. Oui. Hein? Alors écoute, avant de se quitter, on va écouter... parce que quand même, on aime bien quand tu chantes, hein, et quand tu composes des belles chansons. Comme tu me cites déjà ma carrière cinématographique. Ah non, déjà. Mais non, tu feras les deux. Commence par moi. Bon, alors on va écouter encore une fois. C'est une chanson que tu as écrite avec qui, encore une fois? Avec Didier Barbelivien. Alors on va écouter encore une fois. Et puis Gilbert, j'espère que tu passeras des longues vacances, pas trop longues, parce que sinon tu travailles plus. Je suis pas vraiment en vacances, jamais. Oui, jamais. Non, je passe d'une chose à l'autre. Et puis que demain, tu vas être très surpris quand un des metteurs en scène que tu aimes au cinéma, qui va t'appeler en te disant, que ce soit Tavernier ou, je sais pas, Sauté, ou quelqu'un, des metteurs en scène que tu aimes bien. Je sais pas comment je vais glisser dans mes 249 concerts, comment je vais glisser. Oui, mais alors commence par... enfin, on va quand même se débrouiller. Oui. Tu sais, quelquefois... Un petit rôle, super, voilà ce que je voudrais. Je m'éclate avec ça. Arletty disait... Tu sais, comme Picasso faisait de la poterie, tu vois ce que je veux dire. Tu ferais du cinéma. Ouais. Ben, si c'est comme Picasso, ça va comme ça. C'est ce que je voulais dire. Arletty dit, il n'y a pas de petits rôles. Il y a des petits acteurs, mais il n'y a pas de petits rôles. Je l'aime déjà. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1.
Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.